On va s'intéresser à une histoire assez incroyable, l'histoire d'une légende du blues, d'une chanson emblématique et d'une bataille juridique qui a complètement secoué l'industrie musicale. On va voir comment l'un des morceaux les plus influents du XXe siècle a pu, du jour au lendemain, se retrouver sans aucune protection. Et tout ça à cause d'une loi vieille de plusieurs décennies et d'un seul mot qui n'avait même pas été défini. Alors, pour bien saisir l'impact de cette histoire, il faut d'abord comprendre l'artiste au centre de tout ça. Cette citation de l'écrivain Jas Obrecht, elle capture parfaitement l'aura de John Lee Hooker. Ce n'était pas juste un musicien, c'était une véritable force de la nature. Un artiste avec une présence quasi mystique sur scène. Son style était absolument unique. Imaginez, seul sur scène, pas de groupe, rien. Il créa un son brut, hyper puissant. Il grattait les cordes avec son pouce, il tapait du pied pour marquer le rythme. En fait, il était son propre orchestre. Et c'est ce son hypnotique qui a inspiré un nombre incalculable de musiciens, des Animals aux Yardbirds. Et c'est là que l'histoire prend un virage complètement inattendu. Des dizaines d'années après être devenue un classique, cette chanson se retrouve au cœur d'un énorme conflit juridique. Un procès assez surprenant qui va opposer ce pilier du blues à un hymne du rock. La question est vraiment déroutante. Comment une œuvre aussi fondamentale, aussi ancrée dans l'histoire de la musique, peut voir sa propriété remise en cause comme ça, du jour au lendemain? C'est tout le mystère qu'on va essayer de démêler. Et la clé de l'énigme, elle se trouve dans un endroit assez surprenant. Pas dans la musique, non, mais dans les textes d'une très vieille loi, la loi américaine sur le droit d'auteur de 1909. Une loi écrite bien avant le rock'n'roll et même avant l'enregistrement de masse. Donc, pour piger l'affaire, il faut d'abord comprendre comment fonctionnait cette ancienne loi. Et surtout, il faut comprendre sa plus grosse faille, qui tournait entièrement autour de ce concept de publication. Sous cette loi de 1909, il y avait ce qu'on appelait le common law copyright. En gros, dès qu'un artiste créait une œuvre, il en détenait les droits. C'était automatique et ça durait pour toujours, à une seule condition, que l'œuvre reste non publiée. C'est un peu comme une recette de famille qu'on garde secrète. Tant qu'elle n'est pas divulguée, elle nous appartient. Par contre, une fois que l'œuvre était publiée, tout changeait. Elle passait sous le régime du droit d'auteur statutaire. Là, la protection était fédérale, mais limitée dans le temps, 28 ans, renouvelable une fois. Et surtout, point absolument crucial, il fallait mettre un avis de droit d'auteur, le fameux petit symbole C. La publication était donc vraiment le point de bascule. C'était le moment où un artiste échangeait sa protection perpétuelle, mais informelle, contre une protection officielle, fédérale, mais limitée dans le temps. C'était un échange fondamental. Et voilà le problème. Tout ce système, assez complexe, reposait sur un seul et unique mot. Et ce mot, eh bien, la loi n'avait jamais pris la peine de le définir. Qu'est-ce que ça voulait dire, publier une œuvre musicale, à une époque où la technologie commençait à tout changer? C'est exactement là que la technologie a commencé à dépasser la loi. La loi de 1909, elle pensait aux partitions, aux livres. Mais pour la musique enregistrée, la question était totalement nouvelle et il n'y avait pas de réponse claire. Est-ce que vendre un disque, c'était la même chose que publier la chanson qui était dessus? Cette question a créé une confusion monstre pendant des décennies. Et ça a fini par mener à une division spectaculaire dans le système judiciaire américain. Deux des plus grands circuits judiciaires du pays sont arrivés à des conclusions diamétralement opposées. Le conflit est assez saisissant. D'un côté, on a le second circuit, à New York, le cœur de l'industrie musicale, qui disait « Vendre un disque, ce n'est pas une publication ». Pour eux, un disque, c'était la capture d'une performance, pas une copie. Et de l'autre côté, en Californie, le 9e circuit, qui a pris la position inverse. Vendre un disque, c'est une publication. Et là, ce n'était pas juste un débat théorique. Le destin de décennies de musique dépendait de cette décision. Le sort de Boogie Chillen s'est donc joué sur une question de géographie. Le procès a eu lieu en Californie, donc sur le territoire du 9e circuit. Et c'est leur règle la plus radicale qui allait s'appliquer. Et cette localisation géographique a complètement scellé le destin de la chanson, avec une décision qui a eu des répercussions bien au-delà de John Lee Hooker et de ZZ Top. Ok, petit retour en arrière. 1948, Hooker sort son disque. Comme tout le monde à l'époque, il n'y a pas de symbole de copyright sur l'enregistrement pour la composition. Avance rapide, des décennies plus tard, en 1995, le tribunal du 9e circuit se penche sur cette vente de 1948 et décide d'appliquer sa propre définition de publication. Et donc, le tribunal a conclu que lorsque ce disque a été vendu en 1948, ça a constitué une publication de la chanson. Et comme il n'y avait pas de petit symbole de copyright sur le disque pour protéger la composition elle-même, les conséquences allaient être irrévocables.
Le verdict a été un véritable choc. Le tribunal a statué que John Lee Hooker, en suivant les pratiques de son temps, avait, sans même le savoir, jeté sa propre chanson dans le domaine public. C'était involontaire, mais c'était définitif. Il avait perdu tous ses droits. Cette affaire, elle va bien au-delà de cette chanson. En fait, elle met en lumière une tension fondamentale. Celle entre des lois écrites pour un monde qui n'existe plus et une technologie qui, elle, ne cesse d'évoluer. L'impact a été gigantesque. La décision du 9e circuit a créé un précédent hyper dangereux. Des catalogues entiers de musique, créés par des artistes qui étaient persuadés, comme toute l'industrie d'ailleurs, que leurs œuvres étaient protégées, se sont retrouvés du jour au lendemain, potentiellement sans aucune protection. Au final, l'histoire de Boogie Chillen, c'est une sorte d'avertissement. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Quand la technologie va beaucoup, beaucoup plus vite que la loi, qui finit par payer les pots cassés? Eh bien, dans ce cas précis, ce fut une légende de la musique et d'innombrables autres artistes avec lui.